Mais avant cela, on va parler de ces chiffres inquiétants sur le front de l'absentéisme, puisque la France bat des records. Un cabinet de conseil, Mercer, révèle des chiffres alarmants aujourd'hui. Le taux s'élève à 5,8% en 2024 contre 5,3% en 2023. C'est un niveau inédit, mais ce qui est peut-être le plus inquiétant, c'est le chiffre. Ça coûte très cher, cet absentéisme. On parle de 60 à 80 milliards. J'entendais un économiste ce matin parler plutôt de 100 milliards. Mon invité, Olivier Babot, essayiste, président de l'Institut Sapiens, auteur de L'ère de la flemme, est avec nous. Bonsoir Olivier Babot. Bonsoir, merci de votre invitation. Avec plaisir, c'est nous qui vous remercions. Vous avez entendu ces chiffres, 60 à 80 milliards, d'autres parlent de 100 milliards. Vous avez une idée, vous, plus précise de ce qu'est le coût de l'absentéisme en France ? Oui, on avait fait une étude en partenariat avec l'ISEOR, qui est un laboratoire universitaire à Lyon, et on était en effet tombé autour de ce chiffre de 100 millions. Il y a beaucoup de coûts cachés qui sont liés à l'absentéisme, mais de façon évidente, quelqu'un qui n'est pas là, c'est des jours de travail en moins, c'est des formes de désorganisation. Mais peut-être ce qui est plus inquiétant, c'est ce que ça traduit d'une forme de malaise dans son rapport au travail. C'est-à-dire, parce que on a avancé évidemment plusieurs causes, mais c'est compliqué. Alors déjà les causes en termes de santé, ce sont des troubles musculo-squelettiques et des maladies graves, mais peut-être que vous avez une approche peut-être plus précise, plus philosophique. Oui, alors il y a aussi, bien sûr, il y a ces troubles-là, mais il y a aussi une croissance notable des troubles psychologiques, donc liés plutôt à des formes de mal-être. Alors c'est évidemment, c'est comme la natalité, c'est multifactoriel. Il y a plein de choses qui jouent. Il y a une première chose qui joue et qu'il faut dire, mais ça, on est à peu près tous les pays européens à la même enseigne, c'est le vieillissement. Quand on vieillit, quand on travaille plus longtemps, un petit peu plus longtemps, et bien forcément le taux d'arrêt il est plus fort. D'ailleurs la courbe elle est très très claire entre les plus jeunes et les plus âgés. Vous avez une montée graduelle des durées et c'est assez logique. Quand on a 20 ans, on croit qu'on est immortel et ça va mieux, même s'il y a quand même des arrêts. Donc pas vous avez un effet qui est naturel. Cette affaire, mon cher Olivier Babot, je rappelle notre débat sur les retraites. Bon, ça va plutôt aller en empirant, si je puis me permettre. Donc oui, ça va effectivement. Donc il y aura tendanciellement lié au vieillissement de l'âge moyen des gens actifs qui accompagnera l'augmentation de la retraite, tendanciellement, il y a forcément plus d'arrêts. Oui, après, il y a d'autres éléments. Comment on s'en sort parce que c'est-à-dire qu'il faut s'y préparer un petit peu, évidemment. Mais il n'y a pas que ça. Il y a quand même autre chose. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la transformation aussi du rapport au travail. Alors, est-ce que ça date des 35 heures? Est-ce que ça date du Covid? En particulier chez les plus jeunes. Ce qui est certain, c'est que ce qu'on appelait les générations silencieuses avant, c'était l'idée que si vous n'étiez pas en train de mourir, vous alliez au travail. Oui. Moi, je connais quelqu'un qui m'a dit, moi j'avais une sciatique terrible ou j'avais le dos bloqué, je suis quand même allé au travail. Et puis des gens qui, à la fin de leur carrière, s'enorgueillissaient du fait qu'ils n'avaient jamais pris un jour d'arrêt de travail de leur vie. C'est fini, ça. Les générations d'avant, c'est complètement fini. Oui. C'est complètement fini. C'est pas le genre de truc dont on va s'enorgueillir. Et à la limite, pour certaines personnes, le jour d'arrêt de travail va être pris comme une sorte de marge de liberté supplémentaire dans ses vacances. Il s'agit pas d'accuser tel ou tel. Ce qui est vrai qu'on a une relation au travail qui a changé, mais ce qui est vrai aussi, c'est que par rapport à nos voisins, on a un peu plus d'arrêts, ce qui pourrait traduire qu'on a quand même un problème de management en France. C'est-à-dire que quand vous arrêtez, c'est que vous n'êtes pas heureux dans ce que vous faites, vous prenez toutes les occasions pour en faire le moins possible. Donc, que vous n'êtes pas motivé, qu'on s'occupe mal de vous, que vous n'êtes pas en bon rapport avec votre entreprise. Et donc, ça pourrait traduire cette difficulté de la France à rendre les gens heureux au travail. Ce qui ne veut pas dire que l'entreprise peut tout faire. C'est pas la faute des salariés, en gros. C'est plutôt la faute de l'employeur, selon vous. Ce que je dis, c'est que les fautes peuvent être partagées. Oui. Je dis pas qu'il y a des très mauvais employeurs, il y a des très bons employeurs, il y a des tirs au flanc, il y a des gens courageux qui sont authentiquement malades. Bon, ce qui est certain, c'est que quand vous mettez des jours de carence, ce que vous voyez, c'est que les jours d'arrêt, un petit peu de confort, disparaissent comme par magie. Pourtant, on a du mal à réformer le délai de carence qui est de 3 jours 3 jours dans le privé et 1 jour dans le public. On a du mal à réformer ça. C'est parce que la pression des syndicats publics est plus efficace, mais il est évident que quand on a essayé, le résultat est très fort. Et Olivier Babot, pardonnez-moi, je vous coupe deux petites secondes. Je voudrais quand même faire réagir nos deux débatteurs sur ce que vous venez de dire. Sébastien Ligné, vous êtes d'accord avec l'analyse d'Olivier Babot? Bon, les fautes sont un peu partagées, mais
Non, mais là où Olivier Babot a raison, c'est quand il pointe notamment la fracture générationnelle. C'est-à-dire que on a, notamment depuis le Covid, un changement de paradigme dans l'appréciation du travail, notamment chez les plus jeunes. C'est-à-dire, déjà, on n'a plus du tout le même rapport à l'entreprise qu'on avait avant, puisque là, on arrive avec des générations qui rentrent sur le marché du travail post-Covid. Donc, ils n'ont connu que cela. Donc, la première chose qu'ils vont demander en entretien d'embauche, c'est combien de jours de télétravail, c'est le travail à distance. Donc, c'est totalement une nouvelle manière d'aborder la question du travail mais et de l'entreprise. Mais qui vient d'où, en réalité? Déjà, c'est bien que Sandrine Rousseau fait l'éloge de la paresse, mais quand même, elle n'est pas responsable de tout. Même avant cela, moi, je l'ai un petit peu connu dans ma génération, c'est-à-dire que on n'est plus attaché à son entreprise comme on pouvait l'être par le passé. C'est-à-dire que l'époque où les gens restaient 20, 30, 40 ans dans une boîte et qu'il y avait un sentiment d'appartenance à une entreprise, tout ça est terminé. Maintenant, pour beaucoup de jeunes, déjà, la balance entre le privé et le professionnel a été rééquilibrée. On considère que le professionnel n'est plus un but en soi et n'est plus l'alpha et l'oméga. Et puis, on considère, qu'il faut changer très souvent d'entreprise pour pouvoir bénéficier d'un meilleur salaire, de meilleures conditions, de meilleurs avantages. Donc, on a un rapport au travail et à l'entreprise qui est beaucoup plus désintéressé. Et simplement pour la question du Covid, c'est ce qu'on voit notamment chez les troubles psy, avec une explosion du nombre d'arrêts maladie provoqués pour des questions de dépression. On parle quand même, selon l'agence, selon la santé publique, de 35 à 45% des arrêts aujourd'hui qui sont causés par des troubles de dépression, de stress ou d'anxiété. Y compris chez les cadres, d'ailleurs. Chez les cadres, alors, ils tiennent plus longtemps, mais chez les moins de 30 une fois que ça ans, craque, chez les moins de 30 ans, c'est 35%. 35% des jeunes aujourd'hui, en dessous de 30 ans, ont déjà eu un arrêt maladie pour des questions de stress, d'anxiété ou de dépression. Donc là, on est sur un sujet de santé publique, un sujet tabou même, je peux le dire. On en parle beaucoup. Il y a 12 millions de Français qui sont atteints de maladies liées il y a évidemment une vraie question de santé mentale, mais il y a aussi les abus. C'est-à-dire qu'on sait aussi très bien que, notamment dans la médecine du travail, il y a une crainte. La question de la santé mentale, c'est tellement difficile à palper qu'un jeune qui va se présenter, qui va dire voilà, je me sens pas bien, on l'arrête tout de suite. Et le renouvellement est beaucoup plus facile parce que on a tout de suite peur de ces troubles-là qu'on connaît encore finalement assez mal. Alexandre Malafaille, vous n'avez pas encore... Avec plaisir. En fait, ce qui doit nous interpeller aussi, et peut-être surtout, c'est l'évolution. C'est-à-dire qu'en 5 ans, on connaît 41% d'augmentation du nombre de jours d'arrêt de travail. C'est pas banal. C'est-à-dire qu'il y a une accélération, il y a un phénomène. Il est multifactoriel, ça c'est évident. Mais ce qui est pas impossible aussi, c'est qu'il y a une espèce de forme de reflet, finalement, de l'état d'esprit du citoyen dans son monde du travail. Globalement, au quotidien, ça va pas très bien. La société est légèrement inquiétante, quand même. Les perspectives sont sombres, on n'a pas vraiment d'avenir en commun, les divisions sont multiples, on est dans un pays qui est très fracturé, on est traversé par de très très nombreuses secousses, on parle de multicrises, d'empilement des crises. Donc tout ça ne réjouit pas effectivement le tout un chacun, et quand on va bosser, on est un peu finalement affecté par les mêmes problématiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde du travail est quand même traversé par beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inquiétudes. Vous rajoutez à ça le changement. C'est-à-dire que les métiers évoluent très vite. Tout le monde est impacté de manière directe ou indirecte. Les modes de fonctionnement, les organisations entre ceux qui télétravaillent, ceux qui ne peuvent pas. Il y a souvent un problème de sens. Ah, mais alors, c'est ce que j'allais y venir. Oui. Et tout ça, pourquoi? Alors, parce qu'il faut toujours aller plus vite. Les organisations changent en permanence. Vous arrivez avec maintenant l'intelligence artificielle qui remet en cause un certain nombre de procédés. Et puis, voilà, on passe énormément de temps à changer les organisations pour être plus performants, plus profitables, plus rentables. Et puis, vous prenez en plus par-dessus la mise en œuvre de normes en permanence. Vous prenez la CSRD, une espèce de contrainte législative, normatives invraisemblables. Après, il y a également un sujet qui est clair, c'est que de manière générale, les Français, aujourd'hui, ont le sentiment de subir le changement, et ça partout. Oui. On l'a fait dans le cadre d'un sondage qu'on a fait il n'y a pas très longtemps avec Odoxa et Mascaré. 84% des Français disent, moi, le changement, à titre personnel, je le subis. Donc forcément, ils vivent pas bien leur quotidien. Vous voulez dire ils veulent dire en entreprise, partout. Voilà, on a 41 points de contrôle. Effectivement, ils subissent ce qui se passe, donc ils sont forcément pas très bien orientés. Et là où Olivier Babot on va lui redonner la parole. Un sujet intéressant, c'est également le management. Il est flagrant de noter qu'en France, en fait, le management ne s'apprend pas, ou très peu. Dans les grandes écoles publiques, voilà, c'est un impensé, et même dans les grandes écoles de commerce, c'est un impensé. Il y a que les armées, pour qui c'est fondamental, d'ailleurs, regardez le taux d'absentéisme dans les armées, et vous comprendrez qu'à un moment donné, manager, c'est des processus, c'est le respect des hommes, c'est une méthode, c'est aussi le sentiment que les gens n'ont pas le sentiment d'être abandonnés en chemin en cas de problème, ce qui parfois dans le monde économique peut être le sentiment. Olivier Babot, vous êtes d'accord avec ce diagnostic? C'est un mal français, ça? Parce que bon, j'ai pas forcément le sentiment que ça soit mieux aux États-Unis, alors que les Français sont 2 fois plus absents qu'au Royaume-Uni ou aux États-Unis.
Ou en tout cas, c'est probablement une alchimie ou un état d'esprit particulier. Et c'est vrai que c'est absolument pas le cas aux États-Unis, mais parce que les gens ont un rapport au travail, au travail qui est différent. L'alchimie particulière entre l'état d'esprit et le management qui sans doute est pas très bon. Le fait qu'on ait eu pendant très longtemps du chômage de masse a jamais encouragé les entreprises à se voir comme étant elles en position d'être recrutées par le salarié. Ce qui parfois est le cas dans les métiers en tension en réalité, mais elles se sont jamais vraiment posées dans cet état d'esprit qui est vraiment totalement différent. C'est-à-dire, vous faites attention à votre marque employeur, vous essayez de multiplier la personnalisation des rémunérations pour mieux motiver, vous intéresser aux gens. Donc ça n'a pas toujours été très bien fait. Alors évidemment, c'est très divers selon les situations. Il y a des entreprises qui le font très bien, mais globalement, l'image globale en France, c'est que on n'est pas très très bon en management. Ça contribue à ce que ça se passe mal. Et il y a peut-être un autre effet dont on n'a pas encore parlé ce soir. Il y a l'effet rémunération. Parce que quand même, depuis les 35 heures, il y a eu en fait, les 35 heures, ça a été une augmentation du coût du travail. Bon, ça s'est payé par de la modération salariale, par moins d'augmentation. Et il y a un autre effet terrible, c'est le fait que dans les budgets, de plus en plus de la part du budget soit préengagée. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément plus pauvre, mais on a l'impression d'avoir un budget arbitrable qui se réduit et donc d'être plus pauvre. Et puis l'autre effet qui est bien connu, c'est qu'en fait, on est en coût complet, c'est-à-dire en coût employeur, assez bien payé en France. On n'est pas à rougir du tout par rapport à nos voisins. En revanche, sauf la Suisse, en revanche, on est malheureusement en salaire net, c'est-à-dire une fois qu'on a enlevé toutes les charges sociales, malheureusement, il reste plus grand-chose. Bah oui, parce qu'il y a une grande part de ce que les syndicats décriraient comme des salaires différés, n'est-ce pas? Alors, ça sera différé peut-être le jour où on sera à la retraite ou quand on a des problèmes de chômage ou de maladie, mais en tout cas, pour l'instant, on l'a pas à la fin du mois. Au découragement. Donc, ça démotive. Un petit mot avant de changer de thème et de vous remercier, Olivier Babot, sur les pistes du gouvernement. Alors, il y a la modification, en effet, du délai de carence. Ils y arrivent, parce qu'à chaque fois, ils le promettent, mais bon. Il y a des remboursements à 90% des arrêts au lieu de 100%. Alors ça, c'est un peu moins sympa pour les entreprises. La CNAM qui propose de transférer le financement des 7 premiers jours à l'employeur. Voyons. Avec un maintien couverture actuelle pour le salarié, ça, c'est sûr que ça paraît peu réaliste, Olivier Babot. Oui, en tout cas, ça serait vraiment dur pour les entreprises. À un moment où, justement, le budget a au moins quelque chose, c'est d'essayer de dire ne tuons pas la compétitivité des entreprises. Il y a aussi autre chose, c'est de regarder de plus près les médecins qui, pour certains, sont des gros pourvoyeurs d'arrêt de travail. Et je sais qu'il y a déjà la complaisance est pointée du doigt, mais c'est pas facile, évidemment. C'est pas évident, Non, c'est évidemment difficile puisque chaque médecin continue à choisir à faire la décision en son âme et conscience. Mais enfin, il y a des outils de pilotage pour voir ceux qui en abuseraient et éviter qu'il y ait comme ça certains médecins dont les noms se passent entre les gens pour donner facilement. Voilà, il y a forcément il faut faire flèche de tout bois. Là encore, effectivement, être plus attentif aux besoins, donner plus de flexibilité quand vous êtes dans la jeune génération et que vous attendez à avoir cette flexibilité, quitte à peut-être à travailler à d'autres moments, peut-être. Enfin, voilà, il faut trouver toutes ces choses-là parce que ce qui est certain, c'est que c'est pour l'ensemble de la France, pour la collectivité, une perte qui est quand même assez considérable. Et le télétravail n'y a rien changé. Merci Olivier Babot d'avoir été avec nous, président de l'Institut Sapiens, auteur de l'ère de la